Donc, j'accueille tout de suite Éloi, Marc-Antoine et Julien. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Donc, en fait, Julien, je risque de te passer la rondelle assez rapidement. Tu nous as concocté 4 tableaux issus du bilan de saison du Canadien qui a eu lieu aujourd'hui. Donc, les joueurs et Kent Hughes ont parlé aux médias. En fait, ils sont revenus sur la dernière saison. Et il y a quand même plusieurs choses intéressantes qui sont ressorties de là. Oui, donc j'ai sorti les 5 principales euh, quotes. J'ai le mot français. Citation, merci. En plus, tantôt ma blonde me l'a dit. OK. Donc, les 5 principales de la journée, on va dire. J'en ai eu une de Nick Suzuki pour le plaisir, puis 4 de Kent Hughes sur ce qui s'en vient sur le Canadien, ou disons leur perspective par rapport à ce qui s'est passé cette année. Donc, on va y aller avec la première, que s'il y en a qui se demandaient. Donc, c'est officiel, il n'y aura pas de rachat de contrat cet été, donc que ce soit Gallagher, Anderson, ou etc. J'avais fait le calcul sur Cap Friendly, c'est vraiment l'année prochaine, l'été prochain, que ça peut devenir plus intéressant de racheter les contrats là, comme celui de Gallagher ou Anderson. Là, les pénalités sont quand même plus avantageuses et moins longues dans le temps. Là. Donc, je suis pas étonné vraiment de ça personnellement. Là. Par rapport à cette situation-là, comme tu dis, on n'est pas nécessairement pressé, mais Marc-Antoine, verrais-tu un rachat dans les prochaines saisons quand le Canadien va commencer à être aspirant à un long parcours éliminatoire? Non, parce que le rachat, il n'est pas à l'année où tu le rachètes. C'est l'année d'après. Donc, des fois, tu es tout bien de garder le gars. Puis, de toute façon, les contrats, vont s'empiler les uns après les autres. Là, les gros contrats que tu vas vouloir, l'alignement que tu vas discerner. Moi, ça, c'est à peu près mon top 6. Il manque quelques pièces. Donc, pour laisser de la marge pour les joueurs autonomes, etc., tu es tout aussi bien de le garder. Puis, Gallagher, ça reste quand même quelqu'un qui a une certaine forme de leadership. Puis, on voit qu'il y a quand même des moments où il est capable de vraiment performer. En fin de saison, c'est quoi? C'est 8 points à ses 5 derniers matchs. Je veux dire, il est quand même capable de générer quelque chose. Peut-être, moi, je sais que ça ne se fait pas, là, mais pourquoi pas peut-être une fois de temps en temps le mettre dans les gradins, dire assis-toi un match ou deux pour faire ce qu'on appelle en anglais le pacer, là, donc être capable de dire que je pense pas que tu es capable d'en jouer 82 par année, mais je pense que tu es capable peut-être d'en jouer 65 par année. Puis de toute façon, c'est quelqu'un qui est quand même prompt aux blessures. Fait il est là, mais il n'est pas là. Ça fait combien d'années qu'il n'a pas joué une saison complète? Voilà. Pour Anderson, mais aussi, Kent Hughes, je ne l'aurais pas vu dire ah oui, je vais racheter Anderson. Il se serait mis dans le pétrin parce que tu ne le sais pas, il y a peut-être une équipe qui va en avoir besoin d'Anderson en février prochain, puis qui va être prêt à donner quelque chose de compensatoire pour lui. Donc, je trouve que quand tu fais les pour et contre dans la balance, je pense pas que tu gagnes beaucoup à racheter un joueur. Là. Oui, puis on l'a vu aussi, exemple au Minnesota, on a racheté Parisé et Suter et finalement, on est pris avec leur contrat de toute manière sur le plafond. Donc, si on avait décidé de les garder, au moins tu as 2 joueurs que tu peux mettre en uniforme. Je pense pas que Suter aurait fait nécessairement pire que certains joueurs ont pu le faire cette année au Minnesota. Et même, j'allais dire, ça l'a forcé des joueurs qui étaient peut-être pas prêts à cause de ce qu'on appelle l'entry level. Donc, le contrat d'entrée, ça te donne 3 ans à 800 ou 900 000 par année. Fait que là, il remplit avec des Marat ou Soudinov. Il est-tu si près que ça, Marat ou Soudinov? Pas sûr. Éventuellement, c'est sûr qu'il va vouloir ramener Danila Yurov. Puis même que j'allais dire, c'est un peu pour ça qu'il a perdu Kevin Fiala, d'une certaine manière. Oui, il est à côté au cap, mais je pense qu'il y aurait peut-être eu moyen de moyenner, comme on dit, en gardant un Fiala s'il n'avait pas fait le 14 millions de dead money, d'argent qui fait rien, qui joue pas. Et là, vu qu'on parle de Gallagher quand même, quand on regarde la fin de saison, on l'a mentionné, quand même beaucoup de points dans ces derniers matchs, mais ce qui est intéressant surtout, c'est qu'on voyait une certaine chimie s'installer avec le trio Newhook, Gallagher et Armia. Donc, c'est quand même intéressant pour Martin Saint-Louis de se dire peut-être qu'il a une ligne sous la main pour commencer la prochaine saison. Là. C'est très intéressant. Puis tant qu'à avoir ces gars-là, en début de saison, là, on se disait Armia, qu'est-ce qu'on va en faire? Finalement, on l'a renvoyé au Rocket. T'as Gallagher que tu savais pas trop ce que tu allais en faire pour le reste de son contrat. Puis là, d'un coup, ça clique entre ces deux gars-là, ça fonctionne. L'an prochain, on devrait avoir Kirby Dach qui revient. Fait que ça devient drôlement intéressant, peut-être comme troisième trio. Là. Sérieusement, ces gars-là, je vois un bon niveau de hockey pour un troisième trio en fin de saison. Donc, est-ce qu'ils vont pouvoir soutenir ça, ces vétérans-là, pour 82 matchs? La question se pose. On l'a dit tantôt, peut-être ça serait bien de donner quelques repos à Gallagher aussi durant les prochaines saisons, mais c'est quand même très encourageant.
de voir cette fin de saison-là. Ça lui donne aussi une utilité. Puis pour Alex Newhook, ça fonctionnait avec ces gars-là, tant mieux. Pour vrai, il y a eu une bonne saison quand il a été là, Newhook. Ça va être intéressant de voir l'an prochain. Tu as Suzuki, Doc, tu as Newhook maintenant. Ça devient vraiment, vraiment intéressant là, pour la prochaine saison. Il restera à voir aussi la loterie et qui le Canadien repêchera cet été également. Julien, deuxième citation en fait, que tu as retenue du point de presse. Oui, donc c'est intéressant, ça concernait le repêchage. Donc, il dit si on reste au 5e rang, puis ça peut être le 6e aussi, là, ça ne change pas grand-chose, mais que sur leur liste, on est rendu aux défenseurs, puis il est encore disponible, puis c'est un défenseur qui ont à ce chapitre-là. Là, il est ouvert à regarder s'il peut avancer ou reculer. Donc, c'est-à-dire que dans un monde idéal, il ne veut pas repêcher un défenseur, mais peut-être que s'il n'a pas le choix, il va le faire, mais il va quand même vouloir regarder d'autres options, que ce soit essayer d'avancer, essayer de reculer, puis avoir une petite compensation, parce que si ces joueurs ciblés à l'attaque, c'est justement des TJ Gena, Lidstrom ou Catton, c'est peut-être des gars qui peuvent être repêchés peut-être plus 7, 8, 9, 10. Donc là, à ce moment-là, il peut prendre la chance justement de reculer un peu et d'avoir une compensation X, Y, Z. Peut-être aussi qu'il peut carrément échanger son choix s'il y a une offre incroyable, un joueur top 6 jeune. Encore là, ça peut être une possibilité. Donc, savoir quelle équipe qui est prête à faire ça, c'est une autre affaire. Mais donc, c'est ça. C'est intéressant qu'il y ait cette ouverture-là. Puis en même temps, il n'y a pas vraiment le choix de l'avoir non plus. Mais j'ai hâte de voir. Peut-être qu'il va être pogné, entre guillemets, pour repêcher un défenseur, mais ça va être sûrement un très bon défenseur. Là, mais ça risque, c'est ça. Clairement, il a dit, il faut lire entre les lignes, là, il veut un attaquant. Ben oui. Puis Kent Hughes, il dit rien pour rien. C'est pas le DG qui parle le plus dans la ligue, mais quand il dit quelque chose comme ça, c'est la première fois que je l'entends être aussi clair par rapport à un choix. Là, si c'est un défenseur, on pourrait reculer. En gros, c'est ça que ça veut dire. Là. Donc, vraiment, ça veut dire qu'on le considère sérieusement là, dans l'organisation pour qu'il prenne la peine de dire ça. Excuse, je vais faire mon animateur. Ouais, qu'est-ce que tu penses que ça vaut un reculage de genre 3, 4, 5 positions, mettons. Là. Une équipe veut absolument... Ça vaut-tu la peine? C'est ma question. Plus t'es haut, plus ça a de la valeur. Entre 62 et 63, donne-moi un choix de satisfaction. Ouais, il n'y a pas de compensation vraiment. Là, tu es dans le top 10, ça vaut beaucoup. Puis si tu veux vraiment pas un défenseur, puis encore là, moi, je pense que moi, ça la donne que mon top 4, c'est des attaquants. Mais ce n'est pas les listes de tout le monde. Puis je sais qu'il y a des joueurs auxquels le Canadien ne veut pas toucher. Mais on a tous nos préférés, puis c'est vraiment du cas par cas. Mais c'est sûr que moi, être une équipe qui a une défensive correcte, écoute, c'est une année où je salive. Parce que je me dis, si ce n'est pas lui, ça va être l'autre. Puis il y a des joueurs assez interchangeables. Je pense que tu pourrais aller voir chaque directeur général de chaque équipe, puis tu dis, qui tu préfères, toi, Lefshunov ou Dickinson? Puis je suis à peu près sûr que tu vas avoir 50-50. Les gars seraient autant contents d'avoir un Dickinson qu'un Lefshunov. La seule chose qui ferait pencher dans la balance, c'est peut-être que, bon, il y en a un qui joue pour les Knights de London, mais l'autre, il est droitier. Il y en a un qui est un peu plus défensif, mais il y en a un qui est meilleur défensivement. Et écoute, tout ça, ça se vaut beaucoup. Donc, combien ça vaut de reculer de 2 rangs? Si tu as un coup de cœur, il y a peut-être quelqu'un qui va mordre. Et je pense que mordre, ça peut être peut-être un autre choix. Mettons une équipe qui a 2 choix de premier tour. Peut-être qu'une équipe qui a un coup de cœur et qui a peur de se le faire subtiliser serait prêt peut-être à donner cet autre choix de première ronde-là qui traîne peut-être à 26-27. Mais après ça, c'est à toi de pondérer. Puis, moi, je ferais un échange, mais j'attendrais. Tu t'attends derrière la minute, mais l'équipe va. Il faut vraiment que tu fasses un bon sondage avec les directeurs généraux parce que tu ne peux pas arriver à faire OK, we're on the clock, 3 minutes, parfait. Y a-t-il quelqu'un qui. Tu sais, c'est pas de même. Non, ça soit préparé, c'est sûr. Fait que, d'après moi, les téléphones vont sonner extrêmement rapidement à la seconde où il va y avoir la loterie, puis qu'on va avoir à peu près une idée. Mais tu sais, tous les directeurs généraux font une liste de mock draft. Donc, ils ont la liste, puis ils font. Moi, je suis à peu près sûr qu'eux s'en vont là, je suis à peu près sûr qu'eux s'en vont là. Mais encore là, je sais pas, tu sais. Mettons Anaheim, tu penses-tu qu'il prend Lidstrom ou Lefshunov? Moi, je le sais pas. Moi, je suis 50-50. Je suis à peu près, je suis comme 2 gros gars qui jouent bien. Fait que c'est très, très, très difficile à dire. Fait que, voilà.
Oui, Eric nous écrit en commentaire, ça ne vaut pas rien de reculer 3 rangs. Non, effectivement, parce que l'exemple que les gars donnaient, c'est en deuxième ronde, rendu plus loin dans le repêchage. À ce moment-là, un échange de quelques rangs ne vaut pas nécessairement grand-chose. Mais évidemment, dans le top 10, comme vous venez de l'expliquer, c'est quand même un bon considérant. L'année passée, on a un bon exemple, les Preds. Ça a l'air qu'il va faire beaucoup pour passer, je pense que c'était 15 à 5 dans le fond, c'était 10 rangs. On parle, à supposer que c'était Askarov, on parle d'un top 10, 15. Fait qu'on parle de 2 fois l'équivalent de notre choix pour s'avancer au 5e. Donc on peut même faire l'exercice inverse. Moi, je capote sur Demidov. Puis là, je vois, écoute, à 3, il n'est pas sorti. Puis à 4, on me dit 4 contre 6. Serais-tu prêt à nous donner le choix de Winnipeg? Ben moi, je dis oui. Là, le choix de Winnipeg, il va peut-être jamais jouer. Puis moi, j'ai plus de certitude envers, par exemple, un Demidov ou un Lidstrom. Mais ça ne veut pas dire que de l'autre côté, vu qu'il y a une abondance de défenseurs, c'est ça que ça vaut. Si tu es indifférent envers 3 choix, tu as beaucoup de marge. Donc, c'est là aussi que ça prend un partenaire pour danser. Mais je suis à peu près sûr que nous, on veut quelque chose que beaucoup d'équipes n'ont pas, c'est-à-dire un défenseur. J'ai bien hâte de voir. J'ai bien hâte de voir, honnêtement. Clairement. Puis, en parlant de la valeur, dans les 5 dernières années, c'est arrivé seulement 2 fois qu'il y a un choix de top 10 qui a été échangé au repêchage. Tu as eu l'échange de Brinkett en 2022, là, quand les Sénateurs ont échangé leur premier choix aux Blackhawks. Donc, c'était de Brinkett, puis en échange d'un deuxième, un troisième, puis le choix qui était 7e au total. Puis en 2021, tu as eu le gros échange entre Vancouver et Arizona là, avec Beagle, Eriksson, Roussel, puis 3 choix. Là. Donc, c'est des drôles de transactions, mais ça indique pas nécessairement une valeur directe parce qu'il y avait tellement d'éléments dans ces échanges-là, mais ça arrive pas souvent encore. Là. Donc, les directeurs généraux ont été assez frileux dans les dernières années par rapport à ça. 3e citation, Julien, que tu as retenu du point de presse. Oui, ils savent qu'ils ont besoin de talent offensif. Puis ils savent qu'il faut qu'ils se grossissent, puis ils savent qu'il faut quelqu'un pour les unités spéciales. Là, je me suis amusé à mettre Patrick Lemay qui coche techniquement les 3 cases, dans le sens que c'est un gros bonhomme talentueux offensivement qui est bon sur le power play. Mais c'était plus une blague que d'autres choses. Là. On ne sait même pas ce qui arrive avec lui anyway, mais tout ça pour dire que il est conscient de ce qu'il a besoin. Là. Il veut de l'offensive, puis il veut se grossir, grosso modo. Là. Fait que il n'y a pas tant de. C'est ça. Je ne sais pas qui est disponible dans la vie qui correspond à ces 2 critères-là, mais on s'entend que les équipes qui ont un joueur qui a les 2 ensemble, ils ne l'échangent pas. Fait que il faut aller les chercher séparément ou payer très, 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 très gros. Ou passer par le repêchage, encore une fois. Et ça sonne Caden Lidstrom de la façon que tu le Donc, ça serait à voir. 4e citation retenue. Donc, on parlait de Ed Hudson. Selon Kent Hughes, il est prêt pour la Ligue nationale, là, grosso modo. Là. À moins d'un camp et d'un été désastreux, ce qui m'étonnerait, il va probablement commencer avec le Canadien de Montréal. Donc, par rapport au petit échantillon qu'ils ont eu. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ben, c'est intéressant, c'est sûr, il y a beaucoup de défenseurs qui vont être dans le portrait l'an prochain. Donc, encore là, on parlait de transactions. Ça peut être un défenseur qui quitte également pour essayer de faire un peu de place. Éloi, je te laisserais peut-être avoir ton avis, en fait, sur Lane Hutton, sur les 2 matchs que tu as vus, puis à ce que tu t'attends pour lui en début de saison prochaine. Ben écoute, il a été excellent. L'autre fois, on parlait de bons patineurs en défensive, on parlait de Heiskanen et tous ces gars-là, puis Hudson, il a démontré des flashs de ça déjà, à la ligne bleue, comment il manipule la rondelle, ses mouvements gauche-droite, là, vraiment, il y a des flashs exceptionnels déjà. Puis le fait que Kent Hughes, il dise directement, il dit pas on va attendre en septembre, on a des bons espoirs, mais on va voir. Non, il dit carrément je le vois avec le grand club tout de suite. C'est assez clair là, où est-ce qu'on s'en va. Je pense qu'il n'y a pas de doute du côté des entraîneurs, il n'y a pas de doute du côté des dirigeants. Lane Hutson va être dans le top 6 du Canadien l'an prochain, puis il va se développer assez rapidement, j'ai l'impression. Le talent est là, il est un peu plus vieux que les gars qui arrivent directement du junior, donc il y a ce bagage-là aussi. Donc c'est vraiment, ça regarde très bien pour Lane Hutson et pour le Canadien l'an prochain. Il devrait faire le grand club. Je ne sais pas pour toi, Éloi et Nick, mais en tout cas, moi et Marc, on était vraiment pas sûrs de ce gars-là. Mm-hmm.
bon, moi, personnellement, j'ai été surpris par rapport à mon pas sûr. Il était vraiment partout. Ouais, de transposer ça dans la Ligue nationale. Ouais, ben, tu sais, je te dirais, moi, de mon côté, c'est sûr que j'ai encore, tu sais, ces 2 matchs, hein, là, on s'entend, c'est en fin de saison, il arrive, il y a l'adrénaline. Puis, tu sais, le meilleur exemple, je trouve, c'est de cette saison-ci, c'est Jalen Struble. Quand il est arrivé, ses 10 premiers matchs, on était comme, wow, quel défenseur, il fait sa place. Il a bien joué le reste de la saison, mais c'est un défenseur standard, tu sais, c'est pas un joueur exceptionnel. Donc, je pense qu'il faut quand même, c'est pas le même style de joueur, mais il faut quand même être patient. Dans le cas d'Hudson, pour voir sur une plus longue période que ça va pouvoir donner. C'est sûr que ses flashs étaient vraiment, vraiment impressionnants durant les 2 rencontres. C'est même la première défaite en prolongation qui crée une chance de marquer tout juste avant le but de Détroit. Mais non, c'est encourageant, mais je pense qu'il faut quand même relativiser les choses et être patient en termes d'attente pour l'an prochain parce que ça va quand même prendre quelques années de développement dans son cas, que ce soit directement dans la Ligue nationale ou peut-être un petit passage aussi par la Ligue américaine l'an prochain. C'est sûr. Puis, d'un côté, je pense pas qu'ils ont nécessairement appris tout le système de l'équipe quand il est arrivé. Ils ont dit, regarde, joue ta game, puis vas-y, amuse-toi. L'année prochaine, il y a 2 côtés à ça. Le premier côté, est-ce qu'il va apprendre le système? Mais de l'autre côté, il pourrait être encore meilleur aussi si jamais il apprend vite. Donc, ça va être à suivre. Marc-Antoine, t'étais-tu impressionné de ton côté de ces 2 premiers matchs? Oui, puis moi j'en avais parlé avec Hugo, puis j'avais dit, ce qui serait inquiétant pour Lane Hudson, avant qu'il joue le match, ce que j'avais dit à Hugo, j'ai dit, écoute, s'il n'est pas fort dans ses forces, on va trouver le temps long. Parce que s'il n'est pas capable de transposer les mains, la création d'espace pour lui puis ses coéquipiers, générer de l'attaque, générer du chaos, il va servir à quoi? Ce ne sera pas un shutdown dans la Ligue. Donc, puis moi, j'ajouterais même une nuance. Moi, je l'avais 20, je fais ma liste en toute... c'est de manière très humble. Je l'avais 21. À 26, tous les gars à 20 étaient partis. Fait qu'à 21, à 26, moi, ça aurait été Lane Hudson, mon choix. Parce que j'aime mieux miser sur un Lane Hudson qu'aujourd'hui, Beck et Méchard. Je vous dis, on fait un package. T'aimes-tu mieux Lane Hudson ou Beck et Méchard? Mettons, je vous donne un choix entre un et l'autre. Donc, ça se compare même. La question ne se pose pas. C'est pour ça que pour moi, dans un repêchage, il vaut mieux viser gros. Puis finalement, si ça ne donne rien, OK, cool, c'est pas grave. On a essayé de quoi, puis ça nous aurait donné un gars top 4 ou peu importe. Donc, c'est juste pour ajouter une nuance supplémentaire, mais moi, j'ai été surpris, j'ai pris tellement de notes, et c'est pas un gars qui a joué 11 minutes, avantage numérique protégé. Il a joué 21 minutes 54 et 23 minutes 32. Il a touché à la prolongation à 3 contre 3, qui, ça d'ailleurs, ça va être, je vous le dis tout de suite, là, on a pas repêché n'importe qui, c'est lui. Et on a eu le petit bonbon, le tir de barrage, où il ne s'attendait même pas, je pense, à être aussi bon avec ses mains, dans le sens qu'il l'a déjà déculotté, il l'a redéculotté une autre fois, puis la 3e fois, ça a comme pas marché. Mais tout ça pour dire que moi, j'ai été impressionné, puis j'ai été surtout impressionné de... Tu sais, ça m'a comme appris quelque chose en repêchant, c'est qu'il est tellement compétitif, ce jeune homme-là, que quand tu es compétitif, tu peux faire des grandes choses que peut-être d'autres qui ont un peu moins le cœur à l'ouvrage ne peuvent pas faire. Et son patin était quand même pas pire dans l'NCAA. C'est un coup de patin pas pire. Je parle pas juste du edgework, l'ensemble de l'œuvre, en ligne droite, patin de reculon. Bon. Et là, je trouve que finalement, dans la Ligue nationale, c'est un pas pire patineur aussi. Je m'attendais à ce qu'on fasse ta barouette. Écoute, ça passe comme des trucks de son, comme des balles de son bord. Et pas du tout. Fait que moi, je trouve que ça l'augure très bien. Puis même que je regardais dans les 11 défenseurs à peu près là, que Montréal va avoir, là, moi, je pense qu'il va avoir sa place, peut-être pas sur un top 4 en partant, mais certainement un top 6. Moi, Ouais, il est en avant d'Harris en partant parce qu'il y a une saveur. Ben, c'est ce que j'allais dire. T'sais, Harris, Struble, c'est diète pas mal. C'est assez interchangeable des gars comme ça. Puis Barron, c'est lui qui a eu la chance dans son développement d'arriver plus tôt, mais il n'a pas prouvé qu'il était capable de jouer, malgré que je n'ai pas perdu confiance, mais je vais juste dire, c'est plate parce que Lane Hudson, il arrive, tonne de briques. Fait que c'est plate pour lui parce que là, c'est un défenseur à caractère semi-offensif, puis là, tu as carrément un gars qui est capable de générer de l'attaque. Je veux dire, il crée des lignes de passe qui sont habituellement peu utilisées. Les défenseurs qui ont la rondelle envoient ça sur la bande ou vont faire une passe très raide pour que la rondelle dévie au niveau de la ligne rouge puis qu'après ça, on met de la pression. Lane Hudson préfère la garder, faire une passe, va créer des lignes de passe qui sont assez inhabituelles, briser les lignes de passe traditionnelles. Fait que pour ça, je veux dire, c'est ça aussi qui est le fun dans les reconstructions, c'est de s'emballer des gars comme ça. Puis Kent Hughes l'a vu parce que son gars joue pour BU.
Et ça lui a permis aussi de faire une citation sur Maxon Celebrini, si ça nous permet de rêver. C'est un gars qui peut changer ta franchise. Fait que si jamais, éventuellement, on peut avoir... j'allais dire les 3. Deux des 3, ça serait correct. Puis je laisse deviner c'est lequel l'autre. Mais aussi, tu sais, on s'entend, là, peut-être que aussi les adversaires vont s'habituer, parce que sur le but d'hier soir de Slavkovski, son 20e, il a fait un jeu de jambes 2 fois latéral pour trouver la bonne ligne de tir qu'il voulait pour que Slavkovski soit capable de la faire dévier. Mais éventuellement, peut-être justement, conclure ils vont dire, OK, l'attaquant, le coach va dire aux attaquants, contre lui, vous allez dessus, vous mettez la pression, mais encore là, il est capable de faire un spin, puis hop, là, tout d'un coup, on vient d'en shifter un. C'est ça qui est chiant avec ce petit joueur-là, c'est que peu importe ce que tu fais, tu as l'impression qu'il va pouvoir quand même te shifter. Mais on va voir. Mais en tout cas, c'était un bel échantillon, ça c'est clair. Oui, rapidement, avant de passer à la dernière citation du point de presse, Eric qui nous écrit en commentaire comme quoi l'an prochain, au lieu d'avoir 16 défaites en tir de barrage, le résultat peut changer avec Suzuki, Caulfield, Hudson. Évidemment, ce n'est pas 16 défaites en tir de barrage, la plupart sont en prolongation. Au contraire, le Canadien faisait bien en début de saison en tir de barrage avec Caulfield et Suzuki qui marquaient très souvent. Mais c'est sûr que l'addition de Hudson pour le 3 contre 3 est un plus. Donc, le Canadien va être encore plus dangereux dans cette facette de jeu-là. Donc, Julien, je te laisse compléter avec ta dernière citation. Yes! Bon, fait que, écoute, Suzuki un peu plus haut, un peu plus loin. Je crois que Slavkovski sera dans les 5 meilleurs alliés de la Ligue nationale. Bon, évidemment, il n'est pas objectif, puis c'est correct. Puis là, je vous ai mis à peu près les 5 meilleurs. Là, je trouvais que Tkachuk, même s'il y a moins de points cette année, était meilleur que Nylander, on s'entend, globalement. Donc, j'ai mis les top 5. Au niveau physique, il ressemble un peu à Rantanen. Est-ce qu'il va devenir Rantanen? Il est en avance sur Rantanen si on prend les années puis le nombre de matchs joués. Mais ça reste que, il est-tu capable d'être un top 5 d'ici 3-4 ans? Je vous pose la question. C'est difficile à dire. On ne connaît pas son plafond. Quand on regarde avec la saison qu'il a connue, personne ne s'attendait à ce qu'il explose aussi rapidement. C'est sûr, on peut juste être emballé pour les prochaines années. Donc, s'il poursuit sa progression au même rythme, comme tu le dis, il est en avance sur Rantanen au même âge. Donc, dans 3-4 ans, il se retrouverait au niveau de Rantanen actuellement. Donc, pourquoi pas? Oui, puis il y en a là-dedans qui sont dans leur prime en ce moment, mais tu sais, Panarin, il ne sera plus nécessairement au même niveau. Après, il y a d'autres gars dans d'autres équipes aussi qui vont élever leur jeu dans les prochaines années. Donc, tu sais, c'est difficile à dire, mais certainement dans le top 10, je le verrais tout à fait. Oui. Ben, c'est juste que, tu sais, 142 points, Kucherov, c'est pas ça. Mais on n'est pas dans le même style. Dans le même temps, tu gagnes plus une Coupe Stanley, selon moi, avec Slavkovski que Panarin. Ou si tu veux gagner avec Panarin, ça va te prendre pas mal de Slavkovski, tu sais, mettons. Là. Je trouve que Tkachuk, ça se ressemble. Écoute, un ailier qui rentre au filet, récupère des rondelles, on est plus proche de ça que Rantanen, qui, lui, est plus dans des déviations devant le filet, de genre une redirection, puis des lancers du poignet qui rentrent dans la partie supérieure. D'après moi, on est plus proche de Tkachuk. Puis je veux dire de quoi? Moi, je préfère jouer contre Rantanen que contre Tkachuk, et Dieu sait que j'aime Rantanen. Dans le sens que Tkachuk, ça doit être épouvantable de jouer contre ce gars-là. Il est fatigant, il est lourd, il va lourd, c'est pas le fun. Puis je veux dire, il a la recette. Moi, je donnerais ça à tous les attaquants de puissance. Il n'y a pas de patin, puis il trouve le moyen de se pacter des saisons de 100 quelques points, puis je veux dire, c'est impressionnant. Là, je m'en allais dire que Slavkovski a un peu un meilleur patin que oui, il a un meilleur patin. Ben oui, selon moi. S'il est capable de justement, il pourrait, c'est ça. Il y a peut-être moins de mains, mais encore là, pas tant. Il y a 10-15 livres de plus, puis 1-2 pouces de plus. C'est 2 pieds 3,5. Là, fait que moi, je veux dire de quoi, en série, c'est vraiment des Slavkovski qui vont faire la différence. Là. Ça, c'est clair et net pour moi. Là.